Il est plus facile d'insulter que de réfléchir. Il est plus facile de juger que de convaincre par des arguments bien structurés. Un homme intelligent a dit: la science commence lorsque ton interlocuteur dit non. Le but ici n'est donc pas de chercher à avoir raison. C'est la principale tare qui empêche les gens de voir plus loin que leur ego. Et c'est ce qui se passe dans tous les débats de ce style, qui de base sont débiles, puisqu'on parle de deux œuvres différentes qui n'ont pas été pensées pour que leurs personnages s'affrontent. Mais jouons le jeu. Eddie Jones. Tonight I'm ready to rock somebody. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Déjà, recentrons la discussion pour ne pas aller dans tous les sens. Le titre de ce débat c'est Saitama versus Goku. Saitama versus Goku. Ne me parlez donc pas du grand prêtre ou de Zeno. Le but ici n'est pas de remettre en question la puissance des personnages de Dragon Ball qui n'est plus à prouver, mais simplement de savoir qui de Saitama et de Goku est le plus fort. Compris? Maintenant que les bases sont posées, Goku n'est pas plus fort que Saitama. Je l'ai toujours pensé, mais je n'avais jamais trouvé les mots appropriés pour le démontrer, tellement les pros Goku alignaient les arguments les uns après les autres. J'avais déjà abandonné l'idée de gagner ce débat quand je suis tombé sur les vidéos de ce mec, expert en débat de puissance. Il m'a suffi de suivre une seule de ses vidéos pour me dire « mais le mec a tout compris en fait ». J'aimerais revenir sur certains arguments très intéressants qu'il a abordés, mais à ma sauce évidemment. Commençons par briser l'argument préféré des Gokuistes. Goku peut détruire la Terre, le Soleil, l'univers et bla bla bla. Vous n'avez que ce mot à la bouche. Destruction, destruction. Dites-nous, dans One Punch Man, combien d'autres planètes habitables avez-vous déjà vues en dehors de la Terre? Aucune, n'est-ce pas? Si la Terre de One Punch Man est détruite, l'histoire va se dérouler où? Dans Dragon Ball, l'histoire se déroule sur une multitude de planètes à la fois. Donc la destruction de l'une d'entre elles n'a que peu d'importance. Surtout qu'ils ont la possibilité de reconstruire la planète et de ressusciter tous ses habitants. Ce qui n'est pas le cas dans One Punch Man. Détruire une planète pour la forme n'a aucun intérêt. Il faut que cela serve l'intrigue. Pour ceux qui disent que Goku peut détruire la Terre d'un claquement de doigts, le but ici n'est pas de faire le plus de dégâts possible, mais de battre l'adversaire en face. Si cette tactique de destruction de planète était viable, pourquoi les ennemis de Goku ne détruisent-ils pas simplement la Terre au lieu de s'emmerder à le frapper? Ah, il y en a bien un qui a essayé. Et que s'est-il passé? Goku a été protégé dans la bulle de Whis parce qu'il ne peut pas respirer dans l'espace. Qu'en est-il de Saitama? De plus, Goku n'est pas du genre à battre ses adversaires par la sournoiserie, mais plutôt par chaos. Et qui vous a dit que Saitama aussi ne peut pas détruire la Terre? Ne précipitons pas les choses. Et pour toutes ces histoires de destruction d'univers, abordons le point suivant, les échelles de puissance dans DBS. Quand on voit cette scène du combat de Goku contre Granola, où un Kamehameha à pleine puissance de Goku SSJ Blue ne fait que ça comme dégâts autant que le petit Gohan, cela ne confirme qu'une chose. Les échelles de puissance n'ont aucune logique dans Dragon Ball Super. Elles ne sont que des prétextes pour prolonger le scénario. Vous en doutez encore? Même le chef Otaku est d'accord avec moi. Et il a fait une vidéo sur le sujet pour ceux que ça intéresse. Le point de départ de cette histoire est le combat de Goku et Beerus dans le film Battle of God, où il est dit que le choc entre leurs poings allait détruire l'univers. Déjà, malgré plusieurs échanges de coups, l'univers est toujours intact à la fin du film. Va savoir pourquoi. Et si on comptabilise dans DB Super, on a eu Goku Blue versus Beerus à plusieurs reprises, Vegeta Blue versus Beerus à plusieurs reprises, Beerus versus Champa, Goku et Vegeta Blue versus Whis à plusieurs reprises, les multiples combats du tournoi du pouvoir, dont une battle royale entre les 12 dieux de la destruction
Gogeta Blue contre Broly sur Terre, Goku Ultra Instinct contre Moro sur Terre, Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego contre Granola et Gas. Mais l'univers de Dragon Ball existe toujours, à part si on a raté des chapitres. Les seules destructions d'univers qu'on a vues sont celles causées par Zeno. Juste pour vous dire que si on affirme quelque chose et que ce qu'on nous montre le contredit systématiquement, c'est que c'est purement et simplement un mensonge. Après, vous pouvez continuer à croire en la suprématie des personnages de Dragon Ball. Tout le monde a droit à son avis, même s'il est incohérent. Le scénario. Il y a des raisons scénaristiques pour lesquelles Goku ne peut pas battre Saitama. Saitama a été créé pour finir ses combats en un coup sans recevoir aucun dommage. Goku, lui, a été créé pour commencer doucement, tester l'adversaire et augmenter sa puissance au fur et à mesure que le combat dure. Ce qui fait qu'il prend toujours des dommages pour peu que l'adversaire en face soit un peu fort. Il a même été blessé par un tir de pistolet. Alors que Saitama n'a jamais été blessé. Jamais. Au point où il rêve même de se faire blesser. D'ailleurs, j'y pense. Il y a un autre personnage de One Punch Man qui offrirait un beau combat à Goku. Garou. Façon dont Goku aime faire traîner le combat pour s'amuser, il ne va pas comprendre quand Garou va assimiler l'Ultra Instinct. Après, je pourrais commencer à faire de la mathématique pour estimer par combien la puissance et la vitesse de Goku sont multipliées quand il se transforme. Mais tout ça c'est du bullshit. Personne ne regarde un manga pour ça. Si on vous dit qu'en Ultra Instinct, Goku est 7000 fois plus rapide que la vitesse de la lumière, est-ce que cela a encore un sens? Est-ce qu'on peut même voir un combat pareil? Est-ce que quelque chose qui bouge à cette vitesse peut même combattre sur une planète? Sachant qu'une collision avec une bille propulsée à la vitesse de la lumière peut créer une explosion nucléaire, donc laissez la science loin, très loin de vos débats de puissance. Et face à cette déferlante de chiffres, Saitama a un argument à son avantage. Il est dit dans le manga qu'il a supprimé ses limiteurs. Et la nuance est faite avec l'expression dépasser ses limites qui est le propre de tous les personnages de l'œuvre qui pour la plupart ont suivi des entraînements 100 fois plus durs que celui de Saitama. Dire qu'il a supprimé ses limiteurs revient tout simplement à dire qu'il n'a plus de limites, au point de ne plus rien ressentir en combat. Donc, Saitama égale puissance infinie. Et oui, j'aurais bien aimé conclure en disant qu'il n'y aurait pas vraiment de vainqueur entre Saitama et Goku, que les deux se valent et tout, mais les chapitres 167 et 168 de One Punch Man, les gars, ces chapitres sont une ode à la puissance de Saitama. Puissance physique, il est ok. Il te détruit une lune au calme avec le bout de ses doigts. Résistance aux décharges de ki, ok. Le mec se prend des bombes nucléaires à bout portant et il est encore frais. Immunité aux techniques abstraites, ok. Le mec attrape et kick dans des portails dimensionnels comme s'ils étaient physiques. Folle, ok. Il fait la distance Jupiter-Terre en pétant. Destruction de planètes, ok. Le mec détruit Jupiter juste en éternuant. Son adversaire devient plus fort au cours du combat, ok. Il deviendra encore plus fort que lui. Et pour le coup, la collision entre les coups de poing de deux Saitama détruit réellement une partie de l'univers. Donc oui, Saitama est plus fort que Goku. C'est le moment où les Gokuistes à court d'arguments te sortent. D'ailleurs, même on ne peut pas faire combattre Goku et Saitama parce que Saitama est un personnage comique. Il est à mettre dans la même catégorie que Harale. Là, j'ai une question à vous poser. Est-ce parce qu'un certain personnage de One Piece a littéralement le fruit des cartoons que One Piece n'est plus un shonen? Est-ce pour autant que les combats du dit personnage ne sont plus à considérer? Ah, eh bien c'est pareil dans One Punch Man. Si l'auteur a décidé de créer un personnage tout puissant, pourquoi vous vous offusquez? Et pour
pourquoi vous voulez le classer? Qu'il soit le plus fort de son verse n'en fait pas un personnage inintéressant à suivre. Au contraire, on prend plus de plaisir à le voir évoluer qu'un Goku de Dragon Ball Super. Parce que le but du manga One Punch Man n'est pas le même que celui des shonen classiques. Ce n'est pas la quête initiatique d'un héros qui va se hisser au sommet de son univers, mais c'est plutôt l'histoire de comment l'univers autour du héros réagit face au mur de puissance qu'il est. C'est pour ça qu'on kiffe tous Garou. Parce que quelque part, même si on sait qu'il ne battra jamais Saitama, on aime tous le voir essayer. Ouais. Si comme moi dans le passé, la majorité des supporters de Saitama manquent d'arguments face à ceux de Goku, c'est dû à une seule personne, Yusuke Murata. Son don de la mise en scène et son talent pour représenter la puissance font que quand tu lis One Punch Man, tu désactives ton cerveau et tu kiffes juste. Tu n'as pas le temps de faire les calculs de qui est monté descendu. Pour preuve, imaginez les combats de TB Super dessinés par Yusuke Murata. C'était Narobase. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.